Il est 8h32 sur RMC BFM TV. Mon invité ce matin dans le Face-à-Face, c'est Gilles Kepel, politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle votre dernier livre paru, Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Kepel, on va bien sûr parler dans quelques instants de la situation sur place au Proche-Orient, du sort des otages, des buts de guerre d'Israël. Mais d'abord, une conséquence directe du conflit, c'est la recrudescence de l'antisémitisme partout en Europe, en France. Encore ces 2 derniers jours, des tags antisémites découverts à Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, des étoiles de David sur des immeubles et des témoignages de Français de confession juive qui dissimulent leurs éventuels signes religieux, qui disent avoir peur. Il y a un risque que cela s'aggrave encore avec le conflit qui se durcit sur place? Plus le conflit se durcit, effectivement, plus il s'étend et plus les effets de contagion vont se manifester, malheureusement. Et à partir du moment où vous avez eu ces images épouvantables du 7 octobre, où des Juifs se sont fait massacrer, si j'ose dire, comme des lapins, dans un sentiment d'impunité, bien sûr, ça donne un certain nombre d'idées à des gens à travers le monde. On l'a vu avec cette tentative de pogrom à l'aéroport du Daghestan, où visiblement les autorités russes ont été prises par surprise, si j'ose dire. On le voit aussi avec la multiplication des actes antisémites ici et là. Et c'est pourquoi il est particulièrement important pour les autorités françaises, en ce qui nous concerne, de bien faire la part des choses et de faire passer le message selon lequel ce qui nous rassemble sur le territoire français, quelle que soit la confession ou la philosophie des uns et des autres, est plus important que ce qui nous divise. Il y a cette spécificité, on va en parler, vous êtes le père de cette expression djihadisme d'atmosphère. Il y a cette spécificité qui entre en résonance avec ce qui se passe au Proche-Orient, cette volonté de s'en prendre aux Juifs, que ce soit par la voie du terrorisme ou par ces actes antisémites, comme on a pu voir ces étoiles de David taguées sur des immeubles? Oui, les Juifs sont des cibles. En l'occurrence, ils l'ont déjà été. Vous vous souvenez que lors de l'affaire Mera, qui est un peu le début de l'arrivée en France du djihadisme de 3e génération, qui va ensuite donner Daesh, l'assassin avait d'abord ciblé des apostats, entre guillemets, c'est-à-dire des musulmans qui portaient l'uniforme français et qui, selon lui et selon les idéologues de Daesh, avaient trahi l'islam et méritaient d'être mis à mort. Imad Ben Ziaten en étant fils de Latifa le Ben symbole, Ziaten, et sa mère est bien connue aujourd'hui, bien sûr. Et ensuite, le deuxième acte, c'était l'assassinat d'un professeur et d'enfants juifs à l'école Ozar HaTorah de Toulouse. Donc tout ça est lié, si vous voulez, dans la représentation djihadiste du monde, et il est licite de tuer des apostats, des juifs, mais des mécréants en général, par ailleurs. Et donc, toute la difficulté, justement, et c'est aussi un enjeu très important à l'intérieur de ceux qui font profession d'enseigner l'islam, de le prêcher, etc., bien évidemment, en particulier sur notre sol, de faire la différence entre ce qu'est l'expression légitime d'une foi, d'une confession, et ces déviances particulièrement préoccupantes qui aujourd'hui demandent une vigilance accrue de la part de ces responsables eux-mêmes. Gilles Kepel, il y a la défense de la cause palestinienne, de la solution à 2 États, et puis il y a parfois ceux pour qui l'antisionisme est au fond un prétexte à une forme d'antisémitisme. C'est ce que vous constatez. On a vu certains panneaux dans des manifestations à Londres, parfois à Paris, même dans ces manifestations interdites. Il y a parfois cet antisémitisme et cet antisionisme qui peuvent se confondre? Oui, qui peuvent un peu se superposer, effectivement, et c'est du reste le problème des gens qui maintiennent l'ordre, du préfet de police, par exemple, Laurent Nunez, qui est très soucieux de distinguer des manifestations pour la Palestine, et des gens peuvent parfaitement, légitimement exprimer leur soutien à la cause palestinienne, comme ils peuvent exprimer leur soutien à Israël, et d'autre part, à partir du moment où le mouvement Hamas apparaît aujourd'hui comme, de manière très flagrante, comme un groupe terroriste, avec les assassinats qui ont été organisés et commandités par lui le 7 octobre. Et qui a pour objectif, il faut le dire, la destruction de l'État d'Israël, qui ne le reconnaît pas, le fait de la destruction du peuple juif, c'est inscrit dans la charte du Hamas. Voilà, à partir du moment où vous avez un soutien à ça, c'est interdit parce que ça se traduit ici par des violences inacceptables entre Français ou résidents sur le sol français
du fait de leur appartenance communautaire ou leur appartenance communautaire supposée. Vous diriez qu'il y a, je reprends cette expression de djihadisme d'atmosphère, vous diriez qu'en France, il y a un antisémitisme d'atmosphère, parfois avec certains qui semblent trouver des circonstances atténuantes à ceux qui veulent s'en prendre aux Français de confession juive. Est-ce que ça, c'est l'antisémitisme d'atmosphère, c'est une expression que vous pourriez reprendre? Alors, déjà, djihadisme d'atmosphère, ça me pose suffisamment de problèmes puisque c'est repris un peu partout, chacun à sa sauce, bien sûr. Mhm. Non, je crois quand même qu'il faut raison garder. La France est un pays qui s'enorgueillit à juste titre d'avoir fait cohabiter en son sein la plus importante population juive, je n'aime pas trop le terme communauté personnellement, mais population de confession d'origine juive d'un côté et population d'origine musulmane ou de culture ou de croyance musulmane de l'autre. Et c'est quelque chose que nous devons maintenir à tout prix. C'est ce qui fait la diversité, la richesse de notre pays. Et dans les deux cas, des gens qui sont souvent venus de pays où ils vivaient d'une manière misérables, pauvres, et qui ont fait des réussites exceptionnelles dans la société française, ce dont on peut se féliciter à la fois pour eux et pour l'ensemble de la société française. Vous évoquiez il y a quelques instants ces images épouvantables de cet assaut sur un aéroport au Daghestan en Russie, de manifestants qui voulaient s'en prendre à des juifs. La Maison-Blanche a parlé de pogrom. Ce sont des pogroms. Oui, c'est-à-dire que ça évoque ce genre de choses. Vous voyez, le pogrom, c'est un terme qui appartient au vocabulaire des exactions qui étaient menées dans l'Empire tsariste. Et le Daghestan est une république russe, donc elle est héritière de l'Empire tsariste, à très large majorité musulmane, voisine de la Tchétchénie et de l'Ingouchi, d'où sont originaires aussi ceux qui ont assassiné Samuel Paty et le professeur Dominique Bernard, et pour lequel un procès, vous le savez, a lieu en ce moment à Paris, enfin vient de s'achever, ou est en train de s'achever, à propos du meurtre du quartier de l'Opéra, commis également par une personne originaire de Tchétchénie. C'est une longue tradition d'opposition à la colonisation tsariste par des groupes musulmans dans lesquels le djihad s'est radicalisé et aussi s'est poursuivi à travers l'immigration, ce qui nous pose un très gros problème aujourd'hui. Il y a un danger spécifique qui vient de cet islam radical dans ces régions du Caucase russe, avec parfois des ressortissants en France que d'ailleurs Gérald Darmanin souhaite expulser. Il y a un danger particulier? Il y a eu une tradition de très grande violence. C'est le djihad en Tchétchénie qui était l'un des grands djihads des années 90 avec l'Algérie, l'Égypte et la Bosnie, a été d'une très grande violence. Il a été en partie géré aujourd'hui parce qu'une partie d'entre eux se sont retrouvés du côté des Russes et de Poutine. C'est le cas de M. Kadyrov, qui est d'ailleurs utilisé par Poutine pour faire des manifestations anti-françaises, dénonçant l'islamophobie et autres. Mais vous avez aussi certains de ces Tchétchènes islamistes qui se sont allés dans les rangs ukrainiens. Donc, ce qui crée évidemment davantage de confusion. Kadyrov a considéré que la lutte contre l'Ukraine, c'était un djihad, par exemple. Et les Tchétchènes ont été en Syrie, dans le djihad en Syrie, parmi les groupes les plus radicaux, les plus extrêmes, qui étaient spécialement utilisés pour commettre les attentats suicides, les attaques contre les postes syriens, par exemple. Une toute dernière question sur ce sujet de l'antisémitisme. Vous décrivez dans votre livre les difficultés parfois rencontrées à l'université quand il s'agissait de parler d'islamisme. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec, par exemple, des associations d'étudiants à Harvard qui n'ont pas condamné les attentats du 7 octobre, est-ce que vous retrouvez cette idée, il faut dire un peu absurde, d'une complaisance vis-à-vis de l'islamisme, de l'antisémitisme, au nom d'une supposée défense des opprimés? C'est ce que vous constatez quand vous voyez ces développements dans certaines universités américaines? Oui, ça se passe aussi en France. Effectivement, de façon moins intense. Oui, moins parce que l'université française est une université pour l'essentiel publique. Et dans le cas américain, ce sont des universités où l'argent des donateurs est un enjeu très important. Et à Harvard, précisément, un certain nombre de donateurs, dont certains sont juifs, ont réagi avec virulence et ont souhaité supprimer leur contribution. Mais effectivement, c'est un problème qui se pose aujourd'hui parce qu'il y a ce sentiment que, de toute façon, il faut se tenir du côté des opprimés, quels qu'ils soient. Et alors, c'est une position de principe qui est estimable en soi, mais qui fait que dans l'université où objectivement on doit chercher la connaissance, la production de savoir, essayer de se construire face à l'idéologie, face au sens commun,
Au contraire, On l'idéologie plaque des grilles de lecture prend idéologiques. le dessus. Et moi, ça me rappelle paradoxalement, je finis ma carrière entouré par le woke, d'ailleurs, qui me pousse en dehors de l'université Mmh, aujourd'hui. Et ça me rappelle ma jeunesse. D'ailleurs, je faisais partie de ces groupes de l'extrême gauche mmh. qui, déjà faisaient prévaloir l'idéologie et le militantisme sur la réflexion. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Gilles Kepel, les chars israéliens continuent donc de progresser dans Gaza. Le cessez-le-feu serait une reddition face au Hamas, a dit Benjamin Netanyahou hier soir, alors que dans le même temps, la situation humanitaire sur place ne cesse de se dégrader. Est-ce que la stratégie israélienne est la bonne ou est-ce qu'au fond, Israël est en train de tomber dans le piège que lui tend le Hamas? Alors, on a apparemment déjà plus de 8000 morts. Enfin, ce sont les Les chiffres chiffres donnés qui par le Hamas, par le Hamas qui n'ont pas été démentis. On ne sait pas très bien puisque, qui sont difficilement vérifiables. contrairement au 7 octobre, où il y avait des images qui ont envahi les réseaux sociaux et qui ont donné des idées, comme on vient de le dire, un peu partout, il y a un blackout sur les images à Hamas. Donc, ce qui est aussi une manière pour les Israéliens d'éviter que des pro-palestiniens ou des gens, le public en général, Mmh. s'identifient à ces victimes, puisque les bombardements ont des effets catastrophiques. Alors, ce que fait Israël, c'est d'abord, et c'est la volonté de retrouver sa puissance militaire, puisque le 7 octobre, ça a été une humiliation militaire, par-delà les images atroces qu'on a vues, pour l'État israélien, ça a été une humiliation militaire et surtout, c'est pour l'État hébreu qui construisait son image sur une Mmh mh. invincibilité, c'est aujourd'hui un danger Donc c'est en quoi? Une termes de nécessité de survie. prendre une forme de revanche? Oui, il y a ça bien sûr, et puis mais tout ça est très pollué par le fait que c'est Netanyahou qui prend, qui apparaît comme le commandant en chef. Or, de la vie générale dans l'État hébreu, Netanyahou porte une responsabilité immense dans cette affaire, puisque d'un point de vue israélien, c'est lui qui a corrodé la fibre de l'État Mmh. d'Israël, qui a fait que, en voulant changer la loi et en s'alliant aux colons d'extrême droite pour changer la constitution de manière à ce qu'il n'aille pas en prison, il a fracturé la société très profondément, et on fait que, par exemple, les pilotes de chasse n'ont plus voulu faire leur Que classe. certaines troupes étaient en Voilà. Cisjordanie Par plutôt que ailleurs, d'être plutôt faire la police pour proche de soutenir Gaza, les ouais. colons qui allaient voter Oui. pour lui, etc. Et donc ça pose un énorme problème parce que, du point de vue même de l'image d'Israël à l'étranger, le fait d'être aujourd'hui dirigé par cet individu, Mmh. ça représente un problème de légitimité, si vous voulez, qui est, je pense, très, très profondément ressenti par ceux des Israéliens Mmh. qui souhaitent une solution pacifique dans la région. Sur cette offensive, Joe Biden, quand il s'est rendu au Proche-Orient, a dit à son homologue israélien: ne reproduisez pas les mêmes erreurs que les États-Unis après le 11 septembre. Est-ce que cet avertissement a été entendu, ou est-ce qu'au fond, ces victimes civiles palestiniennes qui se multiplient montrent que, de ce point de vue-là, il y a un risque, voilà, de surenchère et de fuite en avant de la part du gouvernement israélien? Oui, parce que le gouvernement israélien a absolument besoin de restaurer sa propre crédibilité militaire, y compris Mmh. aux yeux de ses alliés dans les gouvernements arabes, puisque s'il y a eu les accords d'Abraham, c'est aussi parce que, Les accords d'Abraham, rappelons, accords économiques avec toute une série de pays dans la région, pas seulement économique, économique et militaire. militaires, Puisque, diplomatiques, ouais. alors, vous avez l'économie, par exemple, les Émirats, Mmh mh. qui financent des startups israéliennes et qui mettent des pétrodollars ou des gazodollars, si vous voulez, Mmh. dans la startup nation, comme on dit. Ça, c'est une chose. Mais vous avez aussi, en contrepartie, les Émirats qui disposent de systèmes de défense, systèmes électroniques, qui contribuent à les protéger des menaces iraniennes. Le Maroc qui dispose d'armements israéliens pour le protéger contre les menaces algériennes, etc. Mais toute cette question-là, elle est vitale pour Israël, qui n'a plus de crédibilité militaire. Pourquoi voudriez-vous que des gouvernements arabes, face à leur Mmh. opinion publique, on a vu au Maroc les très importantes manifestations en soutien à la Palestine, s'engagent dans cette voie si en plus Israël n'a plus de crédibilité militaire? Il faut voir que la barrière de sécurité, moi j'ai passé très nombreuses fois cette barrière, Vous êtes allé à Gaza à plusieurs Gaza fois. pour rencontrer notamment les dirigeants du Hamas, Ouais. qui a changé hein, entre le Hamas sur lequel j'ai travaillé il y a une dizaine d'années et celui d'aujourd'hui qui me semble être complètement entre les mains de l'Iran et le fer de lance, ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne Mmh. dans la région. Il y a une différence. Et à l'époque, traverser cette barrière,
c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Il y avait l'électronique partout. Comment est-ce que cette barrière a été désactivée? Ça n'est pas Ouais. par le garagiste du Hamas, si vous voulez. On a là des services de sécurité d'un autre État qui ont été là. Et on voit bien que dans cette affaire, c'est pas seulement Israël contre la Palestine, c'est aussi l'Iran qui essaye d'apparaître comme le héros AUT et OS au Mmh. bout de la cause arabe, palestinienne et musulmane face à l'Arabie saoudite. Rappelez-vous que l'attaque du 7 octobre a été déclenchée à la fois en souvenir du 7 octobre, du 6 octobre 1973, De la c'est-à-dire guerre la guerre du la guerre du Kippour et du Kippour, ouais. Ramadan, avec un effet de surprise, a fait écho au 11 septembre, puisque dans les deux cas, on montre que l'Amérique d'un côté et Israël de l'autre sont des colosses aux pieds d'argile, et surtout après la visite de deux ministres Mmh. israéliens officiellement en Arabie saoudite, l'Iran craignant à ce moment-là que l'Arabie saoudite dispose d'aide, par exemple du dôme de fer israélien, pour empêcher que les Houthis, ces rebelles du Yémen, ouais. Nord-Yémen, Ouais. qui tirent en ce moment des missiles sur les bateaux qui circulent dans le golfe d'Aqaba. Un missile est tombé sur l'Égypte à Tabar récemment. Aqaba, c'est-à-dire Eilat également. Donc, ne soit impacté par ces missiles. Vous voyez, donc il y a tout un phénomène assez complexe dans la région où on voit De l'imbrication risque de entre... Voilà. contagion. Et aujourd'hui, c'est Mmh. bien le problème. Et c'est la hantise, bien sûr, des États-Unis, puisque si la situation passe un certain stade, ils ne peuvent plus mettre en place ces accords d'Abraham qui sont quand même qu'à un quart aujourd'hui. Or, pourquoi est-ce que les États-Unis font ça aussi? Parce que, bien sûr, M. Biden est en campagne électorale de réélection, et puis parce il y a pas que ça à faire pour les États-Unis. Ils ont d'autres fronts. Tous les autres La fronts question diplomatiques, Ukraine, la bien lutte sûr. contre la Chine, et donc les accords d'Abraham, c'était l'occasion de considérer que, au fond, les Arabes et les Mmh. Israéliens se débrouillaient entre eux. Et l'Amérique n'avait pas besoin, c'est quand même en Amérique le traumatisme de la guerre en Irak, vous venez d'en parler, c'est-à-dire des boys et des girls qu'on envoie se faire tuer pour rien. Gilles Kepel, je voudrais aborder avec vous la question des otages. Ça fait partie évidemment des objectifs de guerre menés par le gouvernement israélien. Les libérer, hein, l'armée israélienne a sauvé une soldate israélienne qui était otage à Gaza. Le Hamas a publié une vidéo de propagande où on peut voir 3 femmes otages israéliennes. Il y a toujours ce dilemme pour Israël dans sa riposte, mais le gouvernement fait le pari de mettre les ravisseurs sous pression en continuant cette offensive. Est-ce qu'on peut mener ces deux objectifs de front? Alors, il semble effectivement que l'offensive soit construite en fonction de cela. C'est-à-dire qu'il y a des avancées et des reculs, des négociations qui sont toujours ouvertes, dont on ne sait rien puisqu'elles sont évidemment secrètes, et qui, à mon sens, ne se font pas, là encore, avec les gens du Hamas sur place à Gaza, mais avec leurs dirigeants Qui sont au qui Qatar. vivent à Qatar dans des grands hôtels, Ismaël Haniyeh, Khaled Meshal, etc., et derrière, avec l'Iran. Puisque c'est d'une certaine manière l'Iran qui tient les ficelles du système régional, de l'axe de la résistance, et l'Iran est inquiet également parce que si la violence passe un certain point, ils risquent eux-mêmes d'être impactés. Et on voit par exemple que le Hezbollah, qui aurait pu être activé par l'Iran à partir du sud Liban, pour l'instant ne s'avance pas, puisqu'ils craignent effectivement la violence de la riposte israélienne. Mais c'est une guerre psychologique que mène le Hamas avec ses otages. On a vu cette vidéo de propagande. Oui, tout à fait, parce que certains craignaient que une offensive massive sur la bande de Gaza se traduise, offensive israélienne massive, se traduise par l'exécution, la mise à mort des otages, d'une certaine manière des scènes comme celles qu'on avait vues le 7 octobre. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas. Et c'est bien pourquoi, me semble-t-il, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais l'enjeu des négociations se passe au Qatar. Le Qatar s'est engagé comme négociateur, mais joue sa crédibilité dans cette affaire aussi. Et donc, on a des acteurs d'un certain niveau dans les États de la région qui sont tous en train de se regarder. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation est si volatile. Et on aurait pu s'attendre effectivement à ce que dans la bande de Gaza, il y ait eu des massacres d'otages, mais finalement, c'est aussi... Il y a des otages aussi qui sont retrouvés morts. Bien sûr. La jeune Shani Louk, par exemple. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi, bien sûr, pour le Hamas et ceux qui le soutiennent en Iran, et en particulier ceux qui essayent d'influencer dessus au Qatar,
une opportunité de gagner des points dans la guerre psychologique, dans la guerre de l'opinion publique qui va peser de manière considérable. Les actes antisémites. Ces opinions publiques, elles risquent de se retourner rapidement avec les scènes, avec la situation humanitaire qui se dégrade. On voit poindre dans la rue arabe notamment cet argument du deux poids deux mesures entre les victimes civiles palestiniennes et les victimes israéliennes. Ça, c'est un risque pour Israël. Oui, bien sûr, et ça se produit aussi dans la société française et dans ses diverses composantes, avec à cette différence près que pour l'instant, les massacres de la razzia du 7 octobre ont fait l'objet d'une immense publicité obscène, répugnante sur les réseaux sociaux, et que de l'autre côté, on n'a que des images de bombardement et on n'a pas la possibilité d'identification, de rejet avec la même force. Donc c'est aussi pourquoi certains parlent de deux poids, deux mesures, mais tout se joue en ce moment, et c'est pourquoi la situation est particulièrement surveillée ici dans la société française. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été mon invité. Je rappelle votre dernier livre, Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire, RMC BFM TV. Il est 8h53.